La pluie d'automne tombait contre les fenêtres du salon d'Amberley, selon un rythme qui correspondait au désespoir silencieux dans le cœur de Charlotte, chaque gouttelette une petite percussion contre un verre qui avait été témoin de 28 ans de sa vie entre ces murs, 28 ans que la société avait mesurés et jugés insuffisants. Elle était assise dans le coin le plus proche du feu, un livre d'observations astronomiques ouvert sur ses genoux, bien que ses yeux eussent depuis longtemps cessé de suivre les notations soignées sur les lunes de Jupiter, car les voix du parloir attenant parvenaient à travers la porte entr'ouverte avec cette clarté particulière qui survient lorsque l'on est le sujet d'une conversation apitoyée. 28 ans, disait sa tante Marguerite, les mots flottant à travers l'embrasure de la porte comme des fantômes importuns. Et pas une seule perspective cette saison, Vivienne, vous devez affronter la vérité. La mère de Charlotte répondit sur des tons à la fois défensifs et résignés, une combinaison que Charlotte avait si souvent entendue qu'elle ne la transperçait plus aussi vivement qu'autrefois. Elle est accomplie, cultivée, sa conduite est irréprochable. Elle est singulière, interrompit tante Marguerite, sa voix portant le poids d'une certitude absolue. Elle parle d'étoiles et de mathématiques, alors qu'elle devrait discuter d'aquarelles et de travaux d'aiguille. Elle a cette fâcheuse tendance au discours honnête, alors qu'une jeune femme intelligente devrait cultiver le mystère, et franchement, Vivienne, à son âge, avec ses habitudes si fermement établies, quel gentleman pourrait bien... La phrase resta inachevée, mais sa signification flottait dans l'air, aussi complète que n'importe quelle constellation que Charlotte avait jamais cartographiée. Elle ferma le livre avec une précision soignée, ses doigts traçant la reliure de cuir usé, comme si elle pouvait offrir un réconfort contre la douleur familière qui s'était installée dans sa poitrine, tel un vieux compagnon, indésirable mais connu. Le feu crépita, projetant des ombres dansantes sur le tapis persan, et Charlotte se surprit à penser, non pour la première fois, qu'il y avait une liberté singulière dans le désespoir, une étrange libération à accepter que l'avenir que la société lui avait prescrit, mariage, enfants, gestion d'un foyer sous l'autorité bienveillante d'un mari, ne se matérialiserait jamais. Elle pourrait poursuivre ses études d'essieu sans l'interruption de la cour, pourrait organiser ses journées selon ses propres inclinations plutôt que selon les préférences d'un conjoint, pourrait exister en marge des attentes de la société où les règles, heureusement, devenaient moins strictes pour celles déjà jugées comme des échecs. Pourtant, sous cette acceptation philosophique se cachait quelque chose de plus compliqué, un désir qu'elle refusait de nommer même dans l'intimité de ses propres pensées, une interrogation sur ce que ce serait d'être vraiment vue, d'être choisie non pas malgré ses singularités, mais grâce à elles, d'être aimée pour les qualités précises qui la rendaient non mariable aux yeux du monde. La pluie s'intensifia et Charlotte se leva de sa chaise. Se dirigeant vers la fenêtre où le gris après-midi londonien s'étendait devant elle comme une promesse incertaine, la ville obscurcie par des rideaux d'eau qui brouillaient les frontières entre la terre et le ciel, le solide et l'éphémère, l'espoir et la résignation. Mais avant que le destin de nos amoureux ne soit révélé, abonnez-vous pour ne manquer aucun chapitre de romance et de scandale. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous? Maintenant, commençons. La salle de bal de la duchesse de Marlborough scintillait de 1000 bougies, se reflétant dans des miroirs dorés, transformant l'assemblée en un kaléidoscope de soie et de bijoux, d'une beauté soigneusement orchestrée, conçue pour faciliter la transaction la plus importante de la vie d'une jeune femme, et Charlotte se tenait à sa périphérie comme une érudite, observant un phénomène qu'elle pouvait cataloguer mais jamais vraiment rejoindre. Elle avait perfectionné cette position au fil des ans, ce placement prudent assez proche pour satisfaire les exigences des convenances, mais assez loin pour éviter l'examen qui menait inévitablement à des regards apitoyés, ou, pire, à la gaieté forcée des matrones qui lui parlaient
avec cette gentillesse particulière réservée aux affligés. Les jeunes femmes passaient en tourbillonnant dans leur mousseline pâle, leur visage brillant d'espoir et de calcul, mesurant le titre de chaque gentleman par rapport à sa fortune, son apparence par rapport à son tempérament, jouant le jeu complexe que Charlotte n'avait jamais tout à fait maîtrisé, n'avait peut-être jamais vraiment voulu maîtriser. Bien qu'elle ne pût nier la petite douleur qui fleurissait dans sa poitrine lorsqu'elle observait les yeux d'un jeune couple se croiser sur la piste de danse avec cette étincelle d'intérêt sincère. Sa mère se tenait de l'autre côté de la pièce, son regard anxieux trouvant Charlotte toutes les quelques minutes, chaque coup d'œil une prière silencieuse pour que Charlotte puisse, d'une manière ou d'une autre, miraculeusement, se transformer en ce genre de fille qui attirait une attention convenable, qui savait déployer un éventail avec une précision coquette, qui pouvait discuter de rien d'important avec une apparence d'engagement fasciné. Près de la table des rafraîchissements, Charlotte capta des fragments de conversation d'un groupe de débutantes, leur voix portant ce ton particulier qui suggérait qu'elles souhaitaient être entendues. « 28 ans, pouvez-vous imaginer ?» chuchota l'une, son ton mêlant l'horreur à une certaine suffisance. « Ma mère dit qu'elle a eu ses chances quand elle était plus jeune, mais elle a découragé chaque gentleman avec ses discours sur les mathématiques et les corps célestes, des plus inappropriés pour une dame de qualité. » Une autre rite, le son semblable à du verre brisé. Peut-être a-t-elle l'intention d'épouser un télescope, puisqu'elle semble préférer leur compagnie à celle de n'importe quel gentleman. Charlotte sentit la chaleur familière monter à ses joues, non pas de honte précisément, mais de la frustration lasse d'être perpétuellement incomprise, réduite à une mise en garde pour des jeunes filles à peine sorties de l'école. Son existence entière compressée en un avertissement sur les dangers de l'éducation féminine et de l'ambition intellectuelle. Elle se dirigea vers les portes de la terrasse avec une nonchalance délibérée, comme si elle cherchait de l'air plutôt qu'une échappatoire, comme si la salle de bal était devenue chaude plutôt qu'insupportable. La nuit d'octobre l'accueillit avec une froide indifférence, les étoiles au-dessus obscurcies par la brume éternelle de Londres, et elle se tint à la balustrade de pierre, se demandant, comme elle se l'était demandé d'innombrables fois auparavant, si la solitude du célibat féminin était vraiment pire que la solitude qu'elle soupçonnait pouvoir exister au sein d'un mariage mal assorti, si la libération des attentes de la société pouvait être sa propre forme de contentement, si elle était assez courageuse pour croire en sa propre philosophie, ou simplement habile à construire des justifications élaborées pour son échec, à obtenir ce que chaque femme était censée vouloir par-dessus tout. Charlotte était sur la terrasse depuis peut-être 10 minutes, lorsqu'elle prit conscience d'une présence dans l'embrasure de la porte de la salle de bal, une silhouette qui attira son attention non par le mouvement ou le son, mais par la qualité singulière d'immobilité qu'il possédait, une immobilité qui semblait absorber plutôt que refléter la lumière et le bruit de l'assemblée. Et lorsqu'elle se tourna pour regarder, elle se trouva à croiser le regard d'un homme qu'elle reconnaissait de réputation, bien qu'il n'ait jamais été formellement présenté, Sebastian Thornwood, duc de Ravencrest, récemment revenu des guerres napoléoniennes avec une collection de médailles, et, si l'on en croyait les commérages, un tempérament si sévère que même les mères les plus ambitieuses avaient désespéré de l'adoucir envers des inclinations matrimoniales. Il se tenait avec une précision militaire, ses sombres vêtements de soirée impeccables, mais en quelque sorte austères, comparés à l'étalage de paon des autres gentlemen, et Charlotte pouvait voir même de cette distance la fine ligne blanche d'une cicatrice qui courait de sa tempe à sa mâchoire, une marque de violence dont la société chuchotait sur des tons mêlant fascination et malaise, comme si la souffrance elle-même était quelque chose d'indécent à exposer. Ses yeux retinrent les siens un instant qui s'étira plus longtemps que les convenances ne l'auraient permis. Et Charlotte sentit un flottement inattendu de quelque chose qu'elle ne pouvait tout à fait nommer, pas de l'attirance précisément,
car son visage était trop sévère pour une beauté conventionnelle, son maintien trop intimidant pour le genre de romance dont les jeunes femmes soupiraient, mais plutôt un sentiment de reconnaissance, comme si elle regardait une autre créature qui existait en marge de la performance soigneusement orchestrée de la société, une autre âme qui avait appris à se tenir à l'écart. Elle se retourna vers le jardin, supposant que le moment n'avait été que coïncidence, qu'un homme de son rang et de son importance n'aurait aucun intérêt pour une astronome célibataire qui avait depuis longtemps épuisé sa valeur sociale, mais elle entendit des pas s'approcher sur les dalles de la terrasse, mesurés et délibérés. Puis sa voix, plus profonde qu'elle ne s'y était attendue, peut-être rendue rauque par des années à crier des ordres sur les champs de bataille, dit « Lady Charlotte Amberley, je crois, bien que nous n'ayons pas été correctement présentés, une omission que je me trouve à souhaiter réparer. » Charlotte se tourna pour le trouver plus proche qu'elle ne l'avait anticipé, assez proche pour qu'elle puisse voir les ombres sous ses yeux qui parlaient de nuit sans sommeil, la tension dans sa mâchoire qui suggérait une douleur soigneusement contrôlée, et elle réussit une révérence qui parut maladroite sous l'intensité de son regard. « Votre grâce, je crains que vous n'ayez l'avantage sur moi, car si je connais votre nom et votre réputation, je ne peux imaginer ce qui a motivé cette présentation, car je suis très certainement la personne la moins intéressante de cette assemblée. » Quelque chose vacilla sur son visage, trop rapide à interpréter, et il dit « J'ai passé la dernière heure à observer ce rassemblement, Lady Charlotte, et j'argumenterai précisément le contraire, que vous êtes peut-être la seule personne intéressante ici présente, car tandis que tout le monde joue son rôle prescrit avec une précision exercée, vous seul semblez réellement penser à ce que vous observez, voire plutôt que de simplement regarder, et je me demande si c'est une qualité développée à travers vos études des cieux, cette capacité à percevoir ce que les autres manquent. Les mots la frappèrent, avec une force inattendue, non pas parce qu'ils étaient flatteurs précisément, mais parce qu'ils suggéraient qu'il l'avait observée avec attention, qu'il avait remarqué quelque chose chez elle qui allait au-delà du jugement superficiel que la société rendait habituellement, et Charlotte se trouva momentanément sans voix, incertaine de se sentir exposée ou validée, si c'était un prélude élaboré à la moquerie ou quelque chose qu'elle n'osait même pas envisager. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, la duchesse de Marlborough apparut dans l'embrasure de la porte, avec l'instinct infaillible d'une hôtesse qui sent la possibilité d'un scandale, et la présentation formelle fut faite avec toute la cérémonie appropriée, bien que Charlotte entendit à peine les mots, trop consciente du regard continu du duc, trop confuse par l'étrange intensité de cette rencontre qui se termina aussi brusquement qu'elle avait commencé quand il s'inclina, murmura quelque chose sur le plaisir de faire sa connaissance, et se retira dans la salle de bal, laissant Charlotte sur la terrasse avec son cœur battant la chamade et la certitude troublante que quelque chose avait changé, bien qu'elle n'eût pu dire quoi ni pourquoi, seulement que le duc de Ravencrest l'avait regardée comme si elle était une énigme qu'il avait l'intention de résoudre, et elle n'avait aucune idée si cette perspective la terrifiait ou la ravissait davantage. La note arriva 2 jours plus tard, livrée par un laquais à la livrée de Ravencrest, et Charlotte se trouvait dans le hall d'entrée lorsque Matthews, leur majordome âgé, l'accepta avec cette sorte de dignité grave qu'il réservait à la correspondance des personnes de la plus haute importance. Ses sourcils se haussant presque imperceptiblement lorsqu'il lut le nom de l'expéditeur avant de présenter la missive à Lady Amberley sur un plateau d'argent, et Charlotte observa le visage de sa mère se transformer à travers une séquence d'expressions qui aurait pu être comique si Charlotte n'avait pas senti une oppression correspondante dans sa propre poitrine, la confusion cédant la place à l'étonnement, puis à quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir, alors que sa mère lisait le bref message demandant la permission de rendre visite à la famille
à leur plus prompte convenance. « Charlotte, » souffla sa mère, sa voix tremblant d'une excitation à peine contenue, « le duc de Ravencrest souhaite nous rendre visite, à vous spécifiquement. Il mentionne avoir fait votre connaissance au bal des Marlborough et désirer approfondir la relation. Oh, ma chère enfant, j'ai peine à le croire. Un duc, et un tel duc, avec toute son importance et sa fortune, pourquoi vous distinguerait-il, à moins qu'il n'ait l'intention de... Mais je ne dois pas présumer. Pourtant, il ne demanderait sûrement pas une visite formelle si ses intentions n'étaient pas sérieuses. Nous devons préparer le salon. Nous devons nous assurer que tout est parfait. Peut-être devriez-vous porter votre soie bleue. Elle fait ressortir vos yeux. Bien que bien sûr cela importe peu ce que vous portez quand un gentleman est vraiment intéressé. Mais nous devons faire la meilleure impression possible. Charlotte avait l'impression d'observer la scène de très loin, les mots de sa mère déferlant sur elle dans une marée d'optimisme anxieux, tandis que son propre esprit tournait à travers une douzaine d'explications possibles à la demande du duc, aucune d'entre elles particulièrement flatteuse pour elle-même. Peut-être avait-il été chargé par un ami de vérifier si les rumeurs de sa singularité étaient exactes. Peut-être collectionnait-il des spécimens curieux de l'humanité, comme certains gentlemen collectionnent des fossiles ou des fleurs pressées. Peut-être était-ce un pari élaboré ou un divertissement cruel conçu pour se moquer des prétentions d'une femme qui avait osé poursuivre des intérêts au-delà de sa sphère prescrite. Et Charlotte se retrouva à construire des défenses élaborées contre l'humiliation qu'elle sentait certaine approcher, s'endurcissant contre l'espoir, parce que l'espoir lui avait toujours semblé la plus dangereuse des émotions, celle la plus susceptible de laisser une personne brisée lorsque la réalité ne correspondait inévitablement pas aux promesses de l'imagination. Son père sortit de son bureau avec le journal de l'après-midi encore à la main, appelé par les exclamations à peine cohérentes de sa mère, et il écouta la nouvelle avec la considération mesurée qu'il apportait à toutes les questions d'importance avant de dire, avec un euphémisme caractéristique, « Eh bien, Charlotte, il semble que vous ayez fait une impression sur le duc de Ravencrest, bien que j'avoue être aussi surpris que votre mère, non pas que je doute de votre mérite, comprenez-moi bien, mais parce que Ravencrest n'a montré aucun intérêt pour les poursuites matrimoniales depuis son retour des guerres. Les carnets de Paris chez White's le classaient comme un célibataire endurci. Pourtant nous y voilà, et je suppose que nous devons le recevoir avec toute la courtoisie appropriée et voir ce qui découle de ce tournant inattendu. » L'attente commença alors, les 3 jours jusqu'à la visite fixée, s'étirant avec une lenteur exquise, tandis que la mère de Charlotte s'inquiétait de chaque détail de la préparation, et que Charlotte elle-même oscillait entre un frémissement prudent, presque douloureux, de possibilité et une certitude sombre qu'elle s'exposait à la déception, que quelles que soient les raisons de cette visite du duc, elle ne pouvait pas être ce que sa mère espérait si désespérément, ce que Charlotte elle-même osait à peine imaginer, et elle passa le temps intermédiaire à tenter de se fortifier contre toute révélation ou humiliation qui l'attendait, se rappelant qu'elle avait appris à vivre sans attente, qu'elle avait fait la paix avec son existence solitaire, que rien de ce que ce duc pourrait dire ou faire ne la blesserait vraiment si elle refusait simplement de lui accorder de l'importance, bien que même en construisant ses fortifications mentales, elle se retrouva plus souvent que d'habitude devant son miroir, étudiant son reflet avec une nouvelle incertitude, se demandant ce qu'il avait vu en la regardant sur cette terrasse, se demandant si elle avait le courage d'affronter la vérité que cette visite apporterait. Le duc de Ravencrest arriva précisément à l'heure convenue. Sa ponctualité n'ayant rien de surprenant compte tenu de son passé militaire, et Charlotte se retrouva positionnée sur le canapé du salon avec sa mère postée à proximité comme une sentinelle vigilante, son père ayant choisi de rester présent pour les convenances, bien qu'il se soit placé près de la fenêtre avec une nonchalance étudiée, et lorsque Matthews annonça le duc, Charlotte sentit son cœur effectuer une accélération inconfortable qu'elle tenta immédiatement de réprimer.
se rappelant que cette visite ne pouvait rien signifier, qu'elle devait se garder contre la dangereuse floraison de l'espoir. Pourtant, lorsque Sébastien entra dans la pièce, elle se surprit à chercher sur son visage une indication de son but, et à ne trouver que cette même contenance sévère. Cette réserve soigneusement entretenue qui ne révélait rien de ses pensées ou motivations intérieures. La conversation commença par les formalités attendues, sa mère s'enquérant de sa santé et du confort de sa résidence londonienne, Sébastien répondant avec une brièveté courtoise, et Charlotte observa l'interaction avec un étrange sentiment de détachement, comme si elle regardait une pièce dans laquelle elle avait été engagée sans apprendre son texte, incertaine du moment où on l'appellerait à parler ou de ce qu'on attendrait d'elle. Lorsque sa mère, enfin, avec une intention transparente, demanda à Charlotte de verser le thé, elle fut reconnaissante de l'occupation de ses mains, du rituel familier de la porcelaine et de l'argenterie, qui lui donnait quelque chose sur quoi se concentrer en dehors du regard constant du duc, qu'elle pouvait sentir même lorsqu'elle ne le regardait pas directement, un poids d'attention qui semblait exiger quelque chose qu'elle ne savait pas comment donner. « Lady Charlotte, » dit Sébastien, et sa voix portait une douceur qui semblait en contradiction avec son apparence austère. « Votre mère a mentionné dans sa réponse à ma demande que vous possédiez un vif intérêt pour l'observation astronomique, une occupation que j'avoue trouver bien plus admirable que les accomplissements habituels que l'on encourage les jeunes dames à cultiver. » Charlotte lui tendit sa tasse de thé, avec des mains qui ne tremblaient que légèrement, croisant son regard pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce, et elle dit, en gardant sa voix soigneusement neutre, « Je crains que la société ne partage généralement pas votre appréciation. Votre grâce, car la plupart considèrent mon intérêt pour les étoiles comme une simple marque de plus de ma singularité, une autre indication que je n'ai pas réussi à développer les sensibilités féminines appropriées. » Quelque chose changea dans son expression, un adoucissement autour de ses yeux qui fit que la cicatrice sur son visage sembla moins une marque de violence et plus une histoire qu'elle souhaita soudain connaître, et il répondit « Alors la société révèle ses propres limites plutôt que les vôtres, car assurément la contemplation de la mécanique céleste requiert à la fois une rigueur intellectuelle et une capacité imaginative, des qualités qui me semblent bien plus précieuses que la capacité à exécuter une aquarelle parfaite ou à jouer du piano de manière adéquate. » Charlotte sentit ses défenses soigneusement construites vaciller devant cette validation inattendue, et elle se surprit à dire, avec plus d'honnêteté qu'elle ne l'avait prévu. « J'ai récemment étudié le travail de Caroline Herschel, tentant de comprendre ses méthodes de détection de comètes, bien que j'avoue que les mathématiques dépassent parfois mes capacités. » Elle s'était attendue à une reconnaissance polie, peut-être une douce redirection vers des sujets plus sûrs, mais au lieu de cela, Sébastien se pencha légèrement en avant, son attention s'aiguisant, et il dit « Le travail de Herschel est remarquable, en particulier son approche systématique des relevés du ciel, bien que je me demande si vous avez rencontré la même frustration que moi avec ces calculs publiés, qui semblent supposer un niveau de connaissance préalable qui les rend difficiles à suivre sans matériaux de référence supplémentaires. » La conversation qui suivit ne ressemblait à rien de ce que Charlotte avait connu lors d'une visite mondaine, un véritable échange d'idées sur les mesures de parallaxe et la mécanique orbitale qui laissa sa mère perplexe et vaguement alarmée, comme si elle craignait que cette démonstration inconvenante d'érudition ne puisse d'une manière ou d'une autre nuire aux perspectives de Charlotte. Pourtant Sébastien semblait non seulement à l'aise avec la discussion, mais aussi dynamisé par elle, ses traits sévères s'animant d'une manière qui fit soudain voir à Charlotte l'homme sous la façade de la réserve ducale, et lorsqu'il remarqua le volume des tables astronomiques de Lalande sur la table d'appoint où Charlotte l'avait laissé ce matin-là, il demanda s'il pouvait l'examiner,
et elle le regarda tourner les pages avec une familiarité évidente, commentant des passages particuliers qui s'étaient avérés utiles dans ses propres observations, et Charlotte réalisa avec un sursaut que ce n'était pas une prétention polie, que le duc de Ravencrest partageait véritablement sa passion pour les étoiles, et cette reconnaissance envoya un frémissement de quelque chose de dangereux à travers sa poitrine, quelque chose qui ressemblait terriblement à de l'espoir, malgré toutes ses résolutions contraires. La visite dura précisément la durée acceptable, ni trop brève pour suggérer un désintérêt, ni assez longue pour enfreindre les convenances, et lorsque Sébastien prit congé, s'inclinant sur la main de Charlotte avec une courtoisie formelle, il dit « J'ai trouvé cette conversation des plus éclairantes, Lady Charlotte, et j'espère que je pourrai avoir le privilège de poursuivre notre discussion sur les questions astronomiques à une occasion future. » Et Charlotte ne put qu'acquiescer, incapable de faire confiance à sa voix, le regardant partir avec cette même précision militaire, la laissant plus confuse que jamais quant à ses intentions, se demandant si ce qui venait de se passer n'était qu'une camaraderie intellectuelle entre passionnés, ou quelque chose qui pourrait possiblement, impossiblement, être le début de quelque chose de plus profond, et se trouvant effrayée d'examiner de trop près quelle possibilité la terrifiait le plus. Les semaines passèrent dans une étrange suspension entre possibilité et retenue, le duc se présentant encore 2 fois à la résidence des Amberley avec une scrupuleuse convenance, leur conversation tournant autour de l'astronomie et de la littérature, tandis que sa mère observait avec une anxiété à peine dissimulée, et que Charlotte se trouvait prise entre la chaleur dangereuse d'une véritable camaraderie intellectuelle et la conviction persistante qu'elle ne devait pas se permettre de croire que cela pourrait mener à autre chose qu'une connaissance polie. Et c'est dans cet état d'équilibre prudent que Charlotte se trouva un après-midi gris de novembre dans la bibliothèque de Praed Hatchards sur Piccadilly, à la recherche d'un traité particulier sur les observations lunaires mentionné dans le dernier numéro des Philosophical Transactions. Naviguant entre les hautes étagères, avec le confort familier de quelqu'un qui avait passé d'innombrables heures dans ce sanctuaire, lorsqu'elle tourna au coin de la section d'astronomie et découvrit Sébastien debout devant l'étagère même qu'elle avait l'intention de fouiller, sa grande silhouette légèrement penchée, alors qu'il examinait le dos d'un volume avec l'attention concentrée qu'elle avait appris à reconnaître comme caractéristique de son approche des questions d'intérêt véritable. Elle se figea, incertaine si elle devait annoncer sa présence ou se retirer discrètement. Mais il dut sentir son approche, car il se tourna, et elle observa cette séquence familière de reconnaissance traverser ses traits, la surprise initiale cédant la place à quelque chose qui aurait pu être du plaisir avant que sa réserve habituelle ne se réaffirme. Mais pas assez vite pour dissimuler le fait que son apparition l'avait affectée d'une manière qu'elle ne pouvait tout à fait interpréter. « Lady Charlotte, dit-il, sa voix portant clairement dans l'espace feutré entre les étagères, j'avoue que je ne m'attendais pas à rencontrer une de mes connaissances ici, encore moins quelqu'un cherchant le même coin obscur de la philosophie naturelle qui occupe actuellement mon attention. » Charlotte sentit sa contenance soigneusement entretenue glisser légèrement face à l'informalité de cette rencontre inattendue, sans mère ni chaperon planant à proximité pour dicter les limites d'une conversation acceptable, et elle se surprit à dire avec plus d'honnêteté qu'elle n'aurait pu le faire dans un salon. « J'ai toujours trouvé que les bibliothèques étaient le plus véritable des refuges, votre grâce, les seuls endroits où les activités intellectuelles sont célébrées plutôt que simplement tolérées comme des particularités excentriques. » Quelque chose dans son expression changea, un adoucissement qu'elle n'avait entrevu qu'une seule fois auparavant lors de leur discussion sur le travail de Herschel, et il répondit « Alors nous partageons une autre préférence peu commune, car moi aussi j'ai trouvé une compagnie plus sincère parmi ces étagères que dans la plupart des salles de bal ou des dîners,
bien que je soupçonne que la société nous considérerait tous deux comme plutôt étranges pour avoir une telle opinion. » Ils parlèrent alors du traité lunaire qu'elle cherchait, qu'il avait déjà examiné et trouvé décevant de superficialité dans son traitement des effets de libration. Et la conversation évolua naturellement vers une discussion sur les techniques d'observation et les défis du maintien de registres cohérents dans des conditions atmosphériques variables, et Charlotte réalisa avec un sursaut qu'il parlait depuis près d'un quart d'heure, entièrement seul, à l'exception de la présence lointaine du commis de la boutique, et que Sébastien avait perdu une partie de sa formalité soignée, ses réponses devenant plus animées, alors qu'il débattait des mérites de divers instruments astronomiques, et quand il sourit vraiment à quelque chose qu'elle dit sur l'absurdité de tenter des observations pendant les hivers perpétuellement nuageux de Londres. La transformation de ses traits, marqués par la cicatrice, fut si complète, si authentique, que Charlotte sentit quelque chose se fissurer dans les défenses prudentes qu'elle avait construites autour de son cœur, sentit l'espoir s'infiltrer comme la lumière à travers une porte soudainement ouverte, et elle sut à cet instant qu'elle courait le terrible danger de se permettre de croire que cet homme sévère, brillant, incroyablement compliqué, pourrait réellement la voir comme quelque chose de plus qu'une simple partenaire de conversation intéressante, pourrait possiblement, impossiblement, développer des sentiments qui correspondaient à ceux qu'elle essayait désespérément de ne pas reconnaître en elle-même. Le lendemain matin de leur rencontre à la bibliothèque, Charlotte reprit sa promenade habituelle à travers Hyde Park, avec sa femme de chambre, la suivant à une distance respectueuse, l'air de décembre assez vif pour piquer ses joues, alors qu'elle suivait les sentiers familiers sous des arbres qui avaient depuis longtemps perdu leurs feuilles, et elle contemplait la conversation sur la libration lunaire lorsqu'elle contourna le virage près de la Serpentine et découvrit Sébastien debout, au bord de l'eau, sa grande silhouette reconnaissable même de loin, et quand il se tourna au son de son approche, elle ne vit aucune surprise dans son expression, seulement une certitude tranquille qui suggérait que cette rencontre n'était pas accidentelle mais intentionnelle, et son cœur effectua cette accélération désormais familière, même si son esprit la mettait en garde contre une interprétation excessive de sa présence. Il la salua avec une courtoisie formelle, s'enquérant de sa santé et demandant la permission de marcher avec elle si elle trouvait une telle compagnie acceptable, et Charlotte se surprit à accepter, malgré la voix dans sa tête qui l'avertissait que ce développement comportait des dangers qu'elle n'était pas prête à affronter. Et ils commencèrent à faire le tour du parc avec sa femme de chambre à la traîne, assez proche pour satisfaire les convenances, mais assez distante pour que leur conversation reste privée, et Sébastien l'interrogea sur ses progrès avec le traité lunaire, et elle se retrouva à décrire non seulement ses observations astronomiques, mais aussi les frustrations de tenter une étude sérieuse, tout en gérant les attentes d'un foyer qui considérait ses intérêts comme des excentricités à tolérer plutôt que des activités de valeur réelle. Il écouta avec cette concentration intense qu'elle avait appris à reconnaître, posant des questions qui révélaient à la fois sa propre connaissance et son intérêt sincère pour ses pensées, et lorsqu'elle mentionna son rêve d'avoir un jour un véritable observatoire, plutôt que de se contenter d'observations depuis la fenêtre de sa chambre, il ne rit pas, ni ne rejeta l'ambition comme fantaisiste, mais discuta plutôt des aspects pratiques de l'emplacement d'un télescope et des défis de l'entretien des instruments dans le climat humide de l'Angleterre. Et Charlotte sentit quelque chose dans sa poitrine se détendre, une tension de longue date se relâchant à ce simple acte d'être prise au sérieux par quelqu'un dont elle en était venue à valoriser l'opinion plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le lendemain matin, il apparut de nouveau précisément au même endroit, et lorsque Charlotte exprima sa surprise de la coïncidence, il dit avec ce léger adoucissement de ses traits sévères qu'elle avait appris à interpréter comme de l'amusement. « J'avoue avoir pris la liberté d'ajuster ma propre routine matinale pour qu'elle coïncide avec la vôtre, Lady Charlotte, car j'ai trouvé que nos conversations
était l'utilisation la plus valable de ses premières heures, et Charlotte ne sut si elle devait être alarmée ou touchée par cet aveu de poursuite délibérée. Et elle se surprit à attendre ces rencontres avec une anticipation qui l'effrayait, même si elle apportait de la couleur à des jours qui avaient longtemps semblé gris et prédéterminés. Au fil des semaines et de l'approfondissement de l'hiver, leurs promenades devinrent une occurrence régulière. Et Charlotte remarqua l'excitation à peine contenue de sa mère, l'observation réfléchie de son père, les spéculations chuchotées de sa jeune sœur sur la possibilité que les intentions du duc soient sérieuses, et Charlotte elle-même resta prise entre l'espoir et l'autoprotection, se disant que Sébastien appréciait son esprit et sa conversation, mais que cela était une base insuffisante pour le genre d'attachement permanent que sa famille commençait à imaginer, trouvant pourtant de plus en plus difficile de maintenir cette distance rationnelle quand il lui parlait avec un respect aussi évident, quand il se souvenait de détails de conversation des semaines précédentes, quand il révélait occasionnellement de petits aperçus de lui-même, de brèves mentions de ses années dans la péninsule, de sa lutte pour se réadapter à la vie civile, de son sentiment d'être fondamentalement changé par des expériences que la plupart de la société ne pouvait commencer à comprendre, et dans ces moments-là, Charlotte sentait l'attraction dangereuse de la reconnaissance, le sentiment que peut-être ils n'étaient pas si différents après tout, deux personnes façonnées par leurs batailles respectives, en des formes qui ne correspondaient pas tout à fait au moule que la société avait préparé pour elles, et elle commença à se demander, malgré toutes ces mises en garde contre une telle interrogation, s'il était possible que Sébastien vît en elle non seulement une compagne intellectuelle, mais quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait justifier l'espoir qu'elle essayait si désespérément de ne pas ressentir. La pluie de l'après-midi arriva avec une fureur inhabituelle pour la fin janvier. Tambourinant contre les fenêtres du salon d'Amberley avec une telle insistance que la conversation devint presque impossible, et Charlotte était assise avec sa broderie intacte sur ses genoux, tandis que sa mère s'était retirée pour écrire de la correspondance, et que Sébastien se tenait à la fenêtre, regardant le déluge avec une expression qu'elle ne pouvait lire, la lumière du feu projetant des ombres sur le côté marqué de son visage, et le silence entre eux s'était étiré au-delà du confort pour devenir quelque chose de plus lourd, de plus tendu, jusqu'à ce qu'il se détourne de la fenêtre et dise avec une franchise inattendue « Je me vois contraint de parler clairement, Lady Charlotte, car j'ai passé trop d'années dans des circonstances où la prétention pouvait s'avérer fatale, et je me trouve incapable de maintenir les fictions plaisantes qui régissent la plupart des discours sociaux. » Et Charlotte mit de côté sa broderie avec des mains qui tremblaient légèrement, sentant que quoi qu'il soit sur le point de se passer entre eux, cela altérerait le fragile équilibre qu'ils avaient maintenu ces derniers mois. Il parla alors de la guerre, non avec la brièveté répétée que les gentlemen employaient lorsque la société exigeait la reconnaissance de leurs services, mais avec une honnêteté brute sur la boue et le sang de la péninsule, les amis perdus à Badajoz et Salamanque, l'horreur particulière de survivre quand de meilleurs hommes étaient tombés, et Charlotte vit ses mains se crisper et se relâcher, alors qu'il décrivait son retour en Angleterre, pour se trouver fondamentalement changé. Incapable de prendre plaisir aux activités qui occupaient ses pairs, incapable de tolérer la trivialité de la plupart des conversations, hanté par des souvenirs qui surgissaient sans avertissement et le laissaient haletant dans des pièces qui semblaient soudain trop petites, trop closes. Et il dit « Je vous dis cela non pour inspirer la pitié, que je ne peux supporter, mais parce que je me trouve las de laisser les gens croire que ma réserve n'est que pure arrogance ou froideur, alors qu'en vérité, c'est simplement que je ne sais plus comment exister dans un monde qui n'a pas vu ce que j'ai vu, qui ne peut comprendre ce que signifie porter un tel poids. » Charlotte sentit des larmes lui piquer les yeux, non de pitié, mais de reconnaissance, et elle se surprit à parler avec une honnêteté égale de ses propres batailles, de la violence plus lente d'être écartée et diminuée,
de voir la société décider de sa valeur en se basant uniquement sur son échec à obtenir un mari à un âge arbitraire, de la solitude particulière d'être simultanément visible et invisible, présente dans les pièces mais fondamentalement non vue, et elle lui dit ce qu'elle n'avait jamais articulé, même à elle-même, qu'elle avait appris à se protéger par la résignation, en se convainquant qu'elle ne voulait pas ce qui ne lui était clairement pas destiné, en construisant des murs d'orgueil intellectuel autour de la vérité vulnérable qu'elle désirait désespérément être choisie, être valorisée non pas malgré son esprit non conventionnel, mais à cause de lui. « Je comprends, » dit Sébastien doucement. Et la simple déclaration portait un tel poids que Charlotte sentit quelque chose s'ouvrir dans sa poitrine, sentit la distance prudente qu'elle avait maintenue commencer à s'effriter, et lorsqu'il traversa la pièce pour s'asseoir près d'elle, plus près que les convenances ne le permettaient strictement, elle ne recula pas, mais rencontra plutôt son regard directement, voyant dans son visage marqué et ses yeux hantés un miroir de ses propres blessures cachées, et il dit « Nous sommes tous deux, je pense, des victimes de guerres différentes, façonnées par nos batailles respectives en des formes que la société a du mal à catégoriser ou à accepter. » Et Charlotte hocha la tête, incapable de parler au-delà de la boule dans sa gorge, et ils s'assirent à la lueur du feu, tandis que la pluie continuait son assaut sur les fenêtres. Deux âmes blessées, reconnaissant l'une en l'autre non pas la promesse de la guérison, mais quelque chose de peut-être plus précieux, la possibilité d'être vraiment vue et acceptée sans prétention ni excuse. Et Charlotte comprit à cet instant que quoi qu'il arrive ensuite, cet après-midi avait irrévocablement changé quelque chose entre eux, avait créé un lien de compréhension mutuelle qui transcendait les frontières prudentes de la cour et touchait à quelque chose de bien plus fondamental et de bien plus dangereux pour la résignation soignée qu'elle avait cultivée pendant tant d'années. Le printemps arriva avec une douceur inattendue, persuadant le jardin des Amberley de fleurir avec réticence, et Madame Amberley saisit ce temps clément comme justification pour une garden party, invitant un groupe d'amis soigneusement sélectionnés à admirer les premières roses et à prendre des rafraîchissements sur la terrasse, et Charlotte soupçonnait que la véritable motivation de sa mère résidait dans le fait de fournir à Sébastien une autre occasion de démontrer son intérêt continu sous les yeux attentifs de la société, un soupçon confirmé par l'attention particulière de sa mère à l'apparence de Charlotte ce matin-là, insistant pour qu'elle porte la mousseline vert pâle, qui faisait ressortir la couleur de ses yeux, et arrangeant ses cheveux avec plus de soin que d'habitude. Et Charlotte se soumit à ces attentions avec un mélange de résignation et d'anticipation nerveuse, car elle avait senti un changement dans la manière de Sébastien lors de leurs rencontres les plus récentes, une nouvelle intensité dans son regard, un poids particulier dans certains silences qui suggéraient qu'il se dirigeait vers quelque chose qu'elle désirait et craignait à la fois avec une égale mesure. La fête se déroula selon les rythmes prévisibles de tels rassemblements, les invités s'exclamant sur les roses et la chaleur inhabituelle pour la saison, sa mère se déplaçant à travers la foule avec une grâce déterminée, tandis que Charlotte restait largement en périphérie, échangeant des amabilités lorsque nécessaire, mais trouvant son attention attirée à plusieurs reprises par Sébastien, qui se tenait en conversation avec son père près de la fontaine, et elle remarqua comment il jetait périodiquement un coup d'œil dans sa direction, et lorsque leurs yeux se croisèrent à travers le jardin, il fit un signe de tête presque imperceptible avant de s'excuser auprès de son père et de se diriger résolument vers elle, et Charlotte sentit son pouls s'accélérer à son approche, un instinct lui disant que quoi qu'il soit sur le point de se produire, cela s'avérerait significatif au-delà des paramètres ordinaires d'un après-midi de printemps. Il demanda, avec une formalité exquise qui soulignait plutôt que de diminuer le poids du moment, si elle pouvait lui accorder quelques instants de conversation privée dans la roseraie, à l'écart du rassemblement général, et Charlotte accepta
malgré la soudaine oppression dans sa poitrine, malgré la voix dans sa tête, cataloguant toutes les manières dont cela pourrait se terminer en humiliation ou en chagrin d'amour. Et ils marchèrent ensemble le long du sentier de gravier qui menait au jardin clos où les roses primées de sa mère fleurissaient en profusion, le parfum presque écrasant dans l'air chaud, et sa femme de chambre suivait à une distance qui satisfaisait les convenances tout en leur permettant l'illusion de l'intimité. Et lorsqu'ils atteignirent le banc sous la tonnelle, Sébastien ne s'assit pas immédiatement, mais se tint devant elle avec une expression qui combinait la détermination et quelque chose qui ressemblait presque à de la vulnérabilité. Et Charlotte découvrit qu'elle pouvait à peine respirer en attendant qu'il parle. « Lady Charlotte, commença-t-il, sa voix portant le même contrôle soigné qu'il employait pour discuter de questions de grande importance. Je me trouve dans une position que je n'avais pas anticipée en revenant en Angleterre l'automne dernier, car je m'étais convaincu que certaines expériences m'avaient rendu inapte aux occupations ordinaires de la vie civile, que la guerre m'avait endommagé au-delà de toute réparation pour le bonheur domestique. Pourtant, en ces mois à vous connaître, j'en suis venu à comprendre que ce que je croyais être un dommage n'était que la perte de tolérance pour la superficialité, pour la prétention, pour les performances vides que la société prend pour une connexion authentique, et Charlotte sentit des larmes lui piquer les yeux, alors même que son esprit luttait pour accepter ce que ces mots semblaient impliquer, et il continua, parlant avec une ferveur croissante de son esprit remarquable, de son courage à maintenir son authenticité malgré le jugement dédaigneux de la société, de son refus de diminuer son intellect ou ses intérêts pour s'adapter aux attentes des autres, et il dit avec une franchise dévastatrice « Vous m'avez montré qu'il est possible d'exister dans ce monde sans compromis, sans prétendre être moins que ce que l'on est, et en votre présence, j'ai trouvé non seulement une compagnie intellectuelle, mais quelque chose que j'avais cessé de croire possible, le sentiment d'être vraiment vu et accepté sans réserve ni jugement. » Charlotte essaya de parler, de répondre à cette déclaration qui remodelait tout ce qu'elle avait cru de son avenir, mais Sébastien leva doucement la main, demandant la permission de finir, et il lui dit qu'il comprenait que ses attentions puissent être malvenues, qu'elle puisse n'avoir aucun désir d'échanger son indépendance durement gagnée contre les contraintes du mariage, mais qu'il avait besoin qu'elle sache que son estime pour elle avait transcendé la simple admiration pour devenir quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui rendait la pensée de continuer la vie sans elle insupportablement sombre. Et bien qu'il s'arrêtât juste avant une proposition explicite, son intention était sans équivoque, et Charlotte se tint figée entre la terreur et l'exaltation, entre l'instinct de se protéger par le rejet et la tentation dangereuse de croire que peut-être, contre toute probabilité, elle avait trouvé quelqu'un qui l'appréciait, non pas malgré sa nature non conventionnelle, mais à cause d'elle. Et dans ce jardin parfumé de roses, avec le printemps fleurissant autour d'eux et ses défenses prudentes s'effondrant, elle sentit tout le poids de l'espoir, terrifiant et enivrant à parts égales, et sut que quoi qu'elle dise ensuite, cela déterminerait tout le cours de son avenir. L'espoir fragile de Charlotte dura précisément 4 jours avant que la réalité ne s'impose en la personne redoutable de Lady Beatrice Thornwood, la duchesse douairière de Ravencrest, qui arriva à la résidence des Amberley un jeudi après-midi avec l'intention annoncée de présenter ses respects, mais dont l'expression aux lèvres pincées et le regard d'acier suggéraient des desseins bien moins courtois. Et la mère de Charlotte la reçut avec une déférence anxieuse, tandis que Charlotte elle-même sentit un froid pressentiment s'installer dans son estomac, alors que les yeux de la douairière la balayaient avec une évaluation évidente et la trouvaient insuffisante. Et la conversation se déroula avec une civilité cassante, jusqu'à ce que Madame Amberley soit appelée pour s'occuper d'une affaire domestique, laissant Charlotte seule avec la tante de Sébastien, qui ne perdit pas de temps à se débarrasser des faux-semblants, et déclara, avec une franchise dévastatrice, qu'elle était venue pour discuter de l'attachement inapproprié que son neveu avait formé avec une femme qui était, pour parler clairement, bien trop âgée
pour être considérée comme une candidate viable au titre de duchesse, car à 28 ans, Charlotte avait largement dépassé l'âge où la procréation pouvait être considérée comme fiable, et la lignée Thornwood exigeait des héritiers, plusieurs héritiers si possible, ce qu'une femme de l'âge avancé de Charlotte pouvait difficilement garantir, et de plus, bien que la douairière reconnût que Charlotte possédait une certaine intelligence, elle manquait des accomplissements et des grâces sociales qui convenaient à la position de duchesse, n'ayant jamais été formée pour de telles responsabilités et ayant passé ses années à développer son esprit plutôt que les compétences nécessaires pour gérer une grande maison et naviguer dans les complexités de la haute société. Charlotte écouta avec un calme qui exigeait chaque once de discipline qu'elle possédait, ses mains jointes sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Tandis que la douairière continuait sa litanie d'objections, notant que Sébastien avait enduré assez de difficultés pendant la guerre sans se lier à un mariage qui le soumettrait au chuchotement et aux spéculations sur la raison pour laquelle il avait si mal choisi, alors qu'il aurait pu avoir le choix parmi des jeunes femmes accomplies des meilleures familles. Et bien que la douairière formulât ses préoccupations comme une sollicitude pour le bien-être de Sébastien, Charlotte entendit sous le langage élégant le message sans équivoque qu'elle était considérée comme indigne, insuffisante, une source d'embarras potentiel plutôt que de fierté. Et lorsque la douairière partit enfin avec un signe de tête dédaigneux, Charlotte resta seule dans le salon, luttant contre les larmes qui menaçaient de submerger son contrôle soigneusement maintenu. Et c'est dans cet état qu'elle se trouva 1 heure plus tard, en montant les escaliers, lorsqu'elle entendit des voix fortes provenant du bureau de son père, reconnaissant le baryton contrôlé de Sébastien et les tons vifs de sa tante, et elle s'arrêta sur le palier, sachant qu'elle ne devrait pas écouter, mais incapable de s'empêcher d'entendre l'évaluation accablante de la douairière répétée, d'entendre ses propres insuffisances énumérées avec une précision brutale, mais entendant ensuite la réponse de Sébastien, sa voix coupant les objections de sa tante avec une chaleur inhabituelle, alors qu'il déclarait que l'âge de Charlotte était sans importance, que son esprit valait plus qu'une douzaine de jeunes demoiselles accomplies qui ne savaient que minauder et jouer médiocrement du piano, que si sa tante croyait qu'il avait survécu aux horreurs de la guerre seulement pour contracter un mariage basé sur le potentiel de procréation et le statut social plutôt que sur une estime sincère, alors elle ne comprenait rien de ce qu'il avait appris en regardant des hommes mourir pour des causes qu'il comprenait à peine. Et Charlotte appuya sa main contre le mur pour se soutenir en l'entendant la défendre avec une passion qui lui fit mal à la poitrine. Pourtant, alors même que son cœur s'envolait à son plaidoyer féroce, son esprit travaillait déjà sur les implications, comprenant avec une clarté terrible que son association avec elle le soumettrait exactement au genre d'examen et de critique que la douairière avait articulé. Qu'elle serait toujours vue comme la vieille fille vieillissante qui avait d'une manière ou d'une autre piégé un duc, que son choix serait remis en question et mis en doute. Et à ce moment-là, debout sur le palier, avec sa main pressée contre un papier peint qu'elle connaissait depuis son enfance, Charlotte prit une décision qui ressemblait à la fois à un sacrifice de soi et à une autopréservation, reconnaissant que la chose la plus bienveillante qu'elle pût faire pour Sébastien, l'expression la plus vraie de l'estime qu'elle avait développée pour lui, serait de le libérer d'un attachement qui diminuerait plutôt que d'améliorer sa position, et bien que la décision ressemblât à arracher quelque chose de vital de sa poitrine. Elle sut avec une certitude absolue qu'elle ne pouvait pas lui permettre de se lier à elle par principe obstiné ou par honneur mal placé, alors que le monde le jugerait sévèrement pour ce choix et qu'elles passeraient leur vie ensemble à se demander s'il regrettait son défi aux conventions, s'il regardait les femmes plus jeunes en pensant aux héritiers qu'elle pourrait ne pas lui donner, si sa défense d'elle masquait un ressentiment croissant qui empoisonnerait toute affection existant entre eux. Charlotte envoya un message le lendemain matin demandant une audience avec Sébastien,
et lorsqu'il arriva à la résidence des Amberley cet après-midi-là, elle put voir dans son expression qu'il savait que quelque chose avait changé, que les progrès prudents qu'ils avaient faits vers la compréhension étaient sur le point d'être perturbés. Et elle le reçut dans le salon avec sa mère commodément absente, ayant été persuadée que Charlotte avait besoin de parler en privé avec le duc d'une affaire délicate, et Sébastien se tenait devant elle avec cette même immobilité contrôlée qu'il avait manifestée lors de leur première rencontre maladroite, comme s'il se préparait à un coup qu'il avait longtemps anticipé, et Charlotte commença avec des mots qu'elle avait répétés durant une nuit blanche, expliquant avec autant de sang-froid qu'elle pouvait en rassembler qu'elle avait beaucoup réfléchi à leur association, que bien qu'elle appréciât son estime plus qu'elle ne pouvait l'exprimer correctement, elle en était venue à comprendre que continuer sur leur voie actuelle serait injuste pour lui, le soumettrait précisément au genre de jugement et de spéculation qu'un homme de sa stature ne devrait pas avoir à endurer, et elle observa son expression passer de la méfiance à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la colère, bien qu'il restât silencieux tandis qu'elle continuait, lui disant que sa tante avait soulevé plusieurs points valables sur les considérations pratiques d'un tel mariage, sur les attentes qui accompagnaient sa position, sur l'opportunité de choisir une épouse qui pourrait remplir les devoirs requis d'une duchesse sans les complications que son âge et sa nature non conventionnelle apporteraient inévitablement, et elle parlait plus vite maintenant, désespérée de finir avant que son courage ne l'abandonne, quand Sébastien l'interrompit d'une voix pareille au gel d'hiver et lui demanda si elle avait bien fini de décider de son avenir pour lui, si elle avait terminé son évaluation de ce qu'il devrait vouloir, avoir besoin et désirer. Et Charlotte vacilla, surprise par la fureur à peine contenue dans son ton, et il s'approcha, ses yeux flamboyants d'une intensité qu'elle n'avait jamais vue en lui auparavant, et exigea de savoir si elle le croyait vraiment si faible, si dépourvu de jugement, si susceptible aux opinions des autres, qu'il abandonnerait ce qu'il savait être juste et vrai, simplement parce que sa tante désapprouvait ou parce que la société pourrait chuchoter. Et Charlotte essaya d'expliquer qu'elle pensait à son bien-être, à son bonheur, mais il la coupa d'un geste sec et dit que si elle souhaitait le refuser, si elle n'avait sincèrement aucun désir pour sa compagnie ou son estime, alors elle devrait le dire clairement, et il ne la dérangerait plus, mais qu'elle ne devrait pas les insulter tous les deux, en prétendant que son rejet était en quelque sorte pour son bien, en présentant sa peur comme un sacrifice de soi. Et Charlotte sentit des larmes lui brûler les yeux, en protestant que ce n'était pas de la peur, mais du réalisme, qu'elle avait 28 ans, sans aucune garantie de pouvoir lui donner des héritiers, qu'elle n'avait aucune formation pour gérer une grande maison, qu'elle serait toujours la vieille fille vieillissante qui avait d'une manière ou d'une autre piégé un duc, et Sébastien s'approcha encore, si près qu'elle pouvait voir la cicatrice qui courait le long de sa mâchoire, celle qu'il avait gagnée à Waterloo, et il dit avec une quiétude dévastatrice qu'il avait vu des hommes mourir dans des champs boueux pour des concepts abstraits d'honneur et de devoir, les avait vus sacrifiés aux idées des autres sur ce qui était stratégiquement nécessaire, et qu'il serait damné s'il se laissait, ou laissait Charlotte, être similairement sacrifié aux attentes de la société. Et il prit sa main, son contact, envoyant de la chaleur à travers tout son corps, et lui dit qu'il ne demandait pas sa conformité ou son abnégation, mais son honnêteté, sa confiance, qu'il était capable de choisir sa propre voie, même si cette voie menait à la difficulté. Et Charlotte se retrouva à trembler en le regardant, voyant sur son visage une ouverture qu'elle n'avait jamais vue auparavant, une vulnérabilité qui correspondait à la sienne. Et elle murmura qu'elle était terrifiée d'être la source de son regret, terrifiée que dans 5 ou 10 ans, il la regarderait et souhaiterait avoir choisi différemment. Et l'expression de Sébastien s'adoucit, alors qu'il levait la main vers son visage, son pouce effleurant une larme qui s'était échappée malgré ses efforts de contrôle. Et il dit que le seul regret qu'il pouvait imaginer était celui de laisser la peur dicter ses choix,
de permettre au jugement de la société de le priver de la seule personne qui l'avait fait se sentir vraiment vivant depuis son retour de la guerre. Et ils restèrent là, suspendus dans un moment qui semblait exister hors du temps normal, sa main contre sa joue et son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il devait l'entendre, et il se pencha vers elle avec une intention sans équivoque, ses yeux posant une question alors même que son corps se déplaçait pour combler la distance entre eux, et Charlotte se sentit vaciller en avant en réponse, chaque objection rationnelle se dissolvant face à un désir écrasant, et leurs lèvres étaient à un souffle l'une de l'autre lorsque la porte du salon s'ouvrit brusquement et que la voix de sa mère lança une excuse pour l'interruption, ayant oublié sa broderie, et le moment se brisa comme du cristal qu'on laisse tomber, et Sébastien recula avec un effort visible, tandis que Charlotte pressait sa main contre sa poitrine comme si elle pouvait physiquement ralentir son cœur battant la chamade, et dans les suites maladroites du désir presque consommé et du bavardage inconscient de sa mère sur le temps. Charlotte comprit avec une clarté absolue que quelle que soit la décision qu'elle prendrait concernant leur avenir, elle ne pourrait plus être basée sur des considérations abstraites de convenance ou de devoir, car quelque chose de fondamental avait changé entre eux, quelque chose qui ne pouvait être ni écarté, ni nié, ni sacrifié à la peur, aussi raisonnable que cette peur puisse être. Le silence qui suivit le départ de Sébastien, cet après-midi-là, n'était pas le calme confortable de la compréhension, mais plutôt l'absence creuse de quelque chose de vital, et bien que Charlotte se dit qu'elle avait fait le choix nécessaire, le choix rationnel, le choix altruiste, le poids de cette décision s'abattit sur elle comme un brouillard de novembre, épais et inéluctable, et lorsqu'une semaine passa sans nouvelles de lui, elle ressentit une justification mêlée à une perte dévastatrice, et lorsque cette semaine devint 2, puis 3, puis un mois entier, elle comprit avec une finalité absolue qu'il avait accepté son jugement, qu'il avait pris son rejet au pied de la lettre malgré ses protestations, et le soulagement qu'elle s'était attendue à ressentir pour lui avoir épargné un regret futur ne se matérialisa jamais, remplacé au contraire par un chagrin si profond qu'il la choqua par son intensité, car elle n'avait pas réalisé avant son absence à quel point sa présence avait apporté de la lumière dans son existence soigneusement gérée, à quel point elle en était venue à anticiper leur conversation, la façon dont il la regardait, comme s'il voyait vraiment au-delà des rejets superficiels quelque chose de valable en dessous. Et la réaction de sa famille à la cessation de ses visites passa par des étapes allant de l'inquiétude à la confusion, puis à la résignation, les questions anxieuses de sa mère cédant finalement la place au même regard apitoyé que Charlotte avait enduré avant que l'attention de Sébastien n'ait brièvement élevé son statut. Et l'automne arriva avec ses ciels gris habituels et son obscurité précoce, la saison reflétant l'ouverture mélancolique de son histoire, comme si le temps lui-même était revenu au début, effaçant le printemps et l'été d'espoir timide aussi complètement que les feuilles mortes masquaient les sentiers du jardin. Et Charlotte se retrouva une fois de plus dans sa position familière, près de la fenêtre du salon, les après-midi pluvieux. Regardant l'eau strier la vitre et sentant le poids de ses 28 ans peser sur elle avec une force renouvelée, sauf que maintenant, elle portait le fardeau supplémentaire de savoir précisément ce à quoi elle avait renoncé, de comprendre la différence entre n'avoir jamais espéré et avoir goûté à la possibilité seulement pour la voir se dissoudre. Et elle se jeta dans ses observations astronomiques avec une concentration presque désespérée, passant de longues nuits à son télescope à enregistrer les mouvements des corps célestes avec une précision méticuleuse, comme si les mathématiques prévisibles des orbites planétaires pouvaient, d'une manière ou d'une autre, imposer de l'ordre au chaos de l'émotion humaine, et lorsqu'elle rencontrait des connaissances lors de réceptions mondaines, elle endurait leurs expressions soigneusement neutres et leur silence étudié à propos du duc avec autant de dignité
qu'elle pouvait en rassembler, comprenant que les chuchotements s'étaient sans aucun doute intensifiés, que les commères s'amusaient à spéculer sur la tare qui s'était finalement révélée en elle pour chasser même l'excentrique duc de Ravencrest. Et sa mère fit une tentative pour aborder le sujet directement, demandant doucement ce qui s'était passé pour mettre fin à une association aussi prometteuse. Mais Charlotte ne put trouver les mots pour expliquer qu'elle avait choisi cet isolement délibérément, qu'elle avait calculé le coût de l'estime de Sébastien et s'était trouvé un achat trop coûteux. Et elle dit donc simplement qu'ils avaient reconnu leur incompatibilité et avaient mutuellement convenu de cesser de se fréquenter, ce qui était à la fois vrai et le mensonge le plus profond qu'elle ait jamais dit, et alors qu'octobre cédait la place à novembre, et que la saison mondaine commençait pour de bon, Charlotte se réinstalla dans son rôle de tapisserie permanente, avec une résignation qui semblait à la fois familière et totalement étrangère, car elle avait brièvement imaginé un avenir différent, s'était permis d'envisager de se tenir aux côtés de Sébastien comme son égal, plutôt que de planer en marge de la société comme son spécimen singulier, et le retour à son existence antérieure ressemblait moins à un retour au foyer qu'à un exil. Une punition qu'elle s'était prescrite au nom de la protection de quelqu'un qui n'avait jamais demandé sa protection, et les nuits particulièrement difficiles, elle se souvenait du presque baiser dans le salon, de la chaleur de sa main contre son visage, du regard dans ses yeux qui avait promis la compréhension et l'acceptation et quelque chose de plus profond que la simple tolérance, et elle se demandait si elle avait fait le bon choix ou simplement le plus lâche, si son sacrifice de soi avait été noble ou simplement une autre forme de la peur qui avait gouverné une si grande partie de sa vie. Mais il n'y avait pas moyen de revenir sur la décision maintenant, pas moyen d'annuler la séparation qu'elle avait initiée, et elle porta donc le poids de son sacrifice en silence, tandis que l'automne s'approfondissait en début d'hiver, et que le monde continuait sa rotation indifférente sans se soucier du cœur brisé d'une vieille fille. L'invitation arriva un matin gris de décembre, alors que Charlotte avait largement cessé de s'attendre à autre chose que le rythme prévisible de ses obligations sociales diminuées, et elle se tenait dans le salon du matin, tenant le lourd papier crème avec son sceau royal, lisant l'écriture formelle qui ordonnait sa présence à une réception qui se tiendrait au palais de St. James en l'honneur de dignitaires étrangers en visite. Et son premier instinct fut de refuser, de prétexter une maladie ou une obligation familiale ou toute excuse qui pourrait lui épargner l'épreuve d'apparaître devant la noblesse assemblée comme un spécimen d'échec, car assurément tous ceux qui y assisteraient sauraient l'intérêt bref et inexplicable du duc de Ravencrest pour la vieille fille vieillissante Charlotte Amberley, se souviendraient comment cet intérêt s'était évaporé aussi mystérieusement qu'il avait commencé, et elle pouvait déjà imaginer les regards apitoyés et les yeux soigneusement détournés, les conversations chuchotées qui s'arrêteraient à son approche, et pourtant, alors même qu'elle envisageait des moyens d'éviter la convocation, elle comprit qu'on ne refusait pas simplement une invitation royale sans motif impérieux, que le faire apporterait une plus grande honte à sa famille que de s'y rendre ne pourrait le faire, et elle montra donc l'invitation à sa mère, qui répondit avec un mélange complexe d'excitation face à l'honneur et d'anxiété quant à ce que cela pourrait signifier, si c'était un cruel test social ou peut-être une opportunité pour Charlotte de démontrer qu'elle avait survécu à sa brève élévation et à sa chute subséquente avec dignité. Et les semaines qui suivirent furent consumées par les préparatifs, par la sélection d'une robe appropriée qui ne serait ni trop modeste ni trop présomptueuse, par les instructions sans fin de sa mère sur le comportement adéquat en présence de la reine, par la propre angoisse croissante de Charlotte à l'approche de la date, et elle se retrouva à veiller la nuit, contemplant les différentes manières dont la soirée pourrait se dérouler, s'imaginant debout seule tandis que des couples tourbillonnaient devant elle dans la danse, se représentant le moment où une connaissance bien intentionnée lui poserait des questions sur le duc et où elle devrait sourire et dire quelque chose de neutre et d'évasif.
et alors que sa femme de chambre l'habillait le soir de la réception, attachant les boutons de perles de sa robe de soie bleu glacier et arrangeant ses cheveux sombres dans une coiffure élaborée qui semblait bien trop jeune pour son âge, Charlotte regarda son reflet et vit une femme jouant à appartenir à un monde qui avait rendu son jugement sur elle il y a longtemps, et le trajet jusqu'au palais dans la voiture familiale ressembla à une procession vers l'exécution. Son père faisant des tentatives maladroites d'encouragement, tandis que sa mère s'inquiétait du protocole, et quand ils arrivèrent enfin et rejoignirent le flot de nobles élégamment vêtus montant les marches du palais, Charlotte se sentit se replier sur elle-même, assemblant l'armure de l'observation détachée qu'elle avait perfectionnée au fil des années de survie sociale, se disant que ce n'était qu'une épreuve de plus à endurer, une soirée de plus à prétendre que l'évaluation de sa valeur par la société n'avait aucun pouvoir de la blesser. Et alors qu'il passait les magnifiques portes dans le hall d'entrée, scintillant, avec ses hauts plafonds et ses lustres de cristal, Charlotte assuma son rôle habituel de témoin plutôt que de participante, prête à observer le spectacle de la soirée depuis sa position familière en marge, n'imaginant jamais qu'elle marchait non pas vers une autre performance de célibat invisible, mais vers la transformation de toute son existence. La salle de réception du palais de St. James flamboyait sous la lumière des bougies de dizaines de lustres en cristal, leur éclat réfléchi dansant sur les murs dorés et les sols de marbre poli, et Charlotte se tenait près de l'une des colonnes imposantes qui bordaient le périmètre de la vaste salle, observant la noblesse assemblée se mouvoir à travers la chorégraphie élaborée de la présentation à la cour avec une grâce exercée, leurs bijoux captant la lumière alors qu'ils s'inclinaient et faisaient la révérence devant la reine, qui était assise sur une estrade surélevée à l'autre bout de la salle, avec une expression d'autorité bienveillante, et Charlotte s'était positionnée comme elle le faisait toujours lors de tels rassemblements, assez près pour observer les convenances, mais suffisamment éloignée pour éviter la nécessité d'une conversation forcée, ses parents s'étant dirigés vers des connaissances après s'être assurés qu'elle était convenablement située, et elle se surprit à cataloguer les visages familiers, reconnaissant les mêmes familles qui avaient peuplé chaque événement social important de sa vie d'adulte, les mêmes jeunes femmes qui s'étaient mariées et avaient eu des enfants pendant que Charlotte restait perpétuellement inchangée, et la salle bourdonnait de conversations et de rires, du froufrou de la soie et du murmure des échanges diplomatiques, et Charlotte se sentit devenir presque invisible de la manière qu'elle avait perfectionnée, son immobilité la rendant banale au milieu de tant de mouvements et de couleurs, et elle se dit qu'elle endurerait cette soirée comme elle en avait enduré d'innombrables autres, qu'elle sourirait si nécessaire et parlerait si on s'adressait à elle et compterait les heures jusqu'à ce qu'elle puisse retourner à la solitude de sa propre chambre, et elle se demandait s'il serait possible de s'éclipser tôt sans offenser quand un changement dans l'énergie de la foule la fit regarder vers l'entrée, et son cœur, qui avait battu au rythme sourd de la résignation, sembla soudain s'arrêter complètement, car là, de l'autre côté de l'étendue de l'assemblée scintillante, se tenait Sébastien Thornwood, duc de Ravencrest, sa grande silhouette reconnaissable même de loin. Vêtu d'un noir formel qui soulignait la largeur de ses épaules et la sévérité de son maintien, et il balayait la salle d'un regard déterminé, son regard se déplaçant sur la mer de visages avec une intensité méthodique, et Charlotte se serra plus près de la colonne, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre éviter d'être repérée, comme si se faire plus petite pouvait empêcher le moment inévitable où il la verrait, et elle sentit la panique monter dans sa poitrine, un désir désespéré de fuir luttant avec la paralysie qui la maintenait figée sur place, car elle avait passé 2 mois à construire un équilibre prudent autour de son absence, avait appris à fonctionner malgré la douleur constante de la perte, et le voir maintenant menaçait de briser le fragile sang-froid qu'elle avait assemblé. Puis ses yeux trouvèrent les siens à travers la pièce bondée, et le monde sembla se rétrécir à cette seule connexion,
cette reconnaissance qui passa entre eux comme un courant électrique, et elle vit quelque chose dans son expression qu'elle ne pouvait nommer, quelque chose qui ressemblait presque à de la détermination mêlée de vulnérabilité, et à son choc absolu, il commença à se diriger vers elle, non pas rapidement mais avec un but constant, se frayant un chemin à travers la foule par sa présence, et Charlotte ne pouvait bouger, ne pouvait respirer, ne pouvait que rester là à le regarder approcher, tandis que son esprit parcourait des explications impossibles sur la raison pour laquelle il la chercherait après des mois de silence, pourquoi il la reconnaîtrait si publiquement alors qu'il avait accepté son rejet. Et elle était consciente des têtes qui se tournaient pour suivre sa progression, des chuchotements qui commençaient à onduler à travers l'assemblée, alors que les gens remarquaient le duc de Ravencrest traversant la pièce vers la célibataire insignifiante près de la colonne, et il continuait d'avancer, ses yeux ne quittant jamais les siens, et Charlotte sentit des larmes menacées et les repoussa, se forçant à maintenir sa dignité, quoi que cette rencontre puisse apporter, se préparant à des mots qui ressusciteraient l'espoir ou confirmeraient sa mort définitive. Sébastien l'atteignit, et le murmure de la conversation autour d'eux sembla s'estomper en quelque chose de lointain et d'irréel, et Charlotte se retrouva à lever les yeux vers son visage, ses traits sévères familiers, adoucis par quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur sous la détermination, et il ne parla pas immédiatement mais resta là comme s'il rassemblait son courage, et elle était consciente des yeux posés sur eux, du visage surpris de sa mère visible dans la foule, de l'onde de curiosité se propageant à travers la noblesse assemblée comme le vent sur l'eau. Puis Sébastien dit d'une voix qui portait clairement malgré son intensité contrôlée « Lady Charlotte Amberley », et la formalité de cette phrase fit sombrer son cœur, car elle pensa qu'il avait l'intention de la saluer poliment et de passer son chemin, de démontrer que leur association passée ne contenait aucune gêne. Mais au lieu de cela, il continua. J'ai passé 2 mois dans la plus grande misère de ma vie, ce qui est considérable étant donné que j'ai survécu à la guerre et à la perte. Et je suis venu ici ce soir avec la gracieuse permission de la reine pour prononcer des mots qui auraient dû être dits il y a longtemps, des mots que j'étais trop fier et trop sot pour dire lorsque vous avez tenté de sacrifier votre propre bonheur pour mon prétendu bienfait. Et Charlotte sentit le sol sembler bouger sous ses pieds, sentit sa contenance soigneusement construite commencer à se fissurer, et elle voulut parler, l'arrêter, empêcher ce qui était sur le point de se produire, parce que l'espoir qui montait dans sa poitrine était trop douloureux à supporter s'il s'avérait faux, mais il parlait toujours, sa voix devenant plus forte. Vous croyiez me rendre service en me libérant de toute obligation. Mais vous n'avez rien compris si vous pensiez que mon estime pour vous était née du devoir ou qu'elle pouvait être écartée par votre noblesse. Et maintenant, les gens regardaient ouvertement, les conversations s'éteignant complètement, alors que l'assemblée réalisait que quelque chose d'inédit se déroulait. Et Charlotte vit du coin de l'œil que même la reine avait tourné son attention vers eux, que toute la cour scintillante était devenue le public de ce moment, et Sébastien fit un pas de plus, assez près pour qu'elle puisse voir l'émotion flamboyer dans ses yeux. Et il dit avec une passion qui semblait dépouiller chaque vestige de sa réserve habituelle. « Vous êtes la femme la plus brillante que j'ai jamais rencontrée, la seule personne qui ait jamais vu au-delà des cicatrices et du titre l'homme qui se trouve en dessous, qui m'a parlé d'étoiles et de mathématiques et des mouvements des corps célestes comme si j'étais un confrère érudit plutôt qu'un duc, qui m'a fait rire quand je pensais avoir oublié comment faire, qui m'a montré qu'il y a plus dans la vie que le devoir et la survie. » Et Charlotte sentit des larmes couler sur ses joues, malgré toutes ses tentatives de dignité, sentit son cœur se briser et se réparer simultanément, et elle était vaguement consciente des halètements qui ondulaient à travers la foule, de la main de sa mère pressée contre sa bouche, de la nature sans précédent d'un duc se déclarant si publiquement à une femme
que la société avait rejeté comme ayant passé sa floraison. Et la voix de Sébastien baissa légèrement, mais ne perdit rien de son intensité, alors qu'il disait « Je vous aime, Charlotte Amberley. Non pas malgré vos 28 ans, mais à cause de tout ce que ces années ont fait de vous. Et je suis venu devant la reine et cette cour assemblée pour déclarer cette vérité, parce que vous ne méritez rien de moins qu'une certitude absolue de mon estime. » Le silence qui suivit la déclaration de Sébastien sembla s'étirer sur une éternité, et Charlotte se tenait tremblante, des larmes coulant librement sur son visage, ses mains pressées contre sa poitrine comme pour contenir le cœur qui menaçait d'éclater sous la force de ses battements. Et elle vit à travers une vision brouillée Sébastien, ce fier duc qui avait commandé des hommes au combat et se comportait avec un contrôle si rigide, s'agenouiller devant elle à la vue de la reine et de toute la cour assemblée. Et le geste était si inattendu, si totalement sans précédent dans sa vulnérabilité publique, qu'un souffle collectif parcourut la salle comme le vent dans les arbres, et Charlotte sentit son souffle se couper alors qu'il levait les yeux vers elle, avec une expression d'émotion si brute qu'elle dépouilla chaque défense qu'elle avait jamais construite. Et il dit d'une voix qui tremblait, malgré son effort évident de stabilité, « Je ne suis pas digne de vous, Charlotte Amberley, bien que je passerai ma vie à tenter de le devenir, car vous possédez une brillance d'esprit et d'âme que la société, dans sa folie, n'a pas su reconnaître, et je me tiens devant vous et devant Dieu, et notre souveraine, non pas comme un duc faisant une offre gracieuse à une femme de moindre rang, mais comme un homme humilié et impressionné par la personne extraordinaire que vous êtes, demandant si vous pourriez consentir à accepter ma dévotion la plus ardente. » Et il plongea la main dans son manteau et en retira une bague qui capta la lumière des bougies, un anneau d'or serti d'un saphir bleu profond, entouré de petits diamants, disposés selon un motif que Charlotte reconnut avec un sursaut d'émerveillement comme la constellation de Cassiopée. Et Sébastien dit avec quelque chose de presque suppliant dans sa voix. « Voulez-vous m'épouser, Charlotte, non pas parce que la société l'attend ou que le devoir l'exige, mais parce que je vous aime de chaque fibre de mon être et ne peux imaginer affronter un autre jour sans vous à mes côtés. » Et Charlotte essaya de parler, mais découvrit que sa voix l'avait complètement abandonnée. Essaya de former des mots à travers les larmes et la vague écrasante d'émotions qui menaçait de la submerger. Et elle était consciente que toute la cour retenait son souffle, que sa mère pleurait ouvertement dans la foule, que la reine se penchait légèrement sur son trône, avec une expression d'approbation sans équivoque. Et Charlotte baissa les yeux sur Sébastien, agenouillé devant elle, son cœur mis à nu, et sentit quelque chose de fondamental changer dans sa compréhension d'elle-même, sentit des années de honte intériorisée et de résignation commencer à se fissurer et à tomber comme de la vieille peinture d'un chef-d'œuvre restauré, et elle réalisa que son amour lui demandait de se voir comme il la voyait, d'accepter qu'elle n'était pas trop vieille ou trop quelconque ou trop érudite, mais plutôt exactement juste, exactement assez, exactement elle-même, et avec des mains tremblantes, elle se pencha pour toucher son visage, ses doigts traçant la cicatrice le long de sa mâchoire qu'elle en était venue à aimer parce qu'elle faisait partie de son histoire, partie de ce qui avait fait de lui l'homme qui pouvait la voir vraiment, et elle sentit sa voix revenir, sentit la force refluer dans ses membres, et elle dit avec une clarté croissante, « Oui, Sébastien Thornwood, je vous épouserai, non pas parce que vous êtes un duc, ou parce que la société a donné sa bénédiction, mais parce que vous m'avez montré ce que signifie être apprécié pour sa véritable nature, parce que vous m'avez appris que l'amour n'est pas diminué par l'âge, ni rehaussé par la jeunesse, mais est plutôt construit sur la reconnaissance, le respect et une estime sincère. » Et alors qu'il glissait la bague à son doigt avec des mains qui tremblaient légèrement, et alors qu'il se relevait et prenait ses mains dans les siennes avec une poigne qui parlait d'un soulagement désespéré et d'une joie écrasante, toute la cour éclata en applaudissements qui résonnèrent contre les murs dorés,
et Charlotte vit à travers ses larmes que la reine elle-même souriait et hochait la tête en signe d'approbation, que cette demande en mariage public sans précédent avait reçu la plus haute approbation possible. Et lorsque Sébastien la serra contre lui et pressa son front contre le sien, lorsqu'il murmura des mots destinés uniquement à ses oreilles sur l'amour, l'éternité et le retour à la maison, Charlotte se sentit transformée, non pas en quelqu'un de nouveau, mais en quelqu'un de finalement pleinement elle-même. Les applaudissements qui emplirent la grande salle semblèrent déferler sur Charlotte comme des vagues se brisant sur un rivage, et elle se tenait là, les mains de Sébastien serrant les siennes, et sentit la réalité de ce qui venait de se passer commencer à s'installer dans sa conscience, et elle vit que la reine s'était levée de son trône et s'approchait d'eux avec une expression d'approbation sans équivoque, et Charlotte se retrouva à faire une révérence malgré le tremblement de ses membres, tandis que Sébastien s'inclinait profondément, et sa majesté dit d'une voix qui portait clairement « Nous sommes très heureuses d'assister à une telle déclaration d'affection sincère, car il fait du bien à notre cœur de voir le mérite et le caractère valorisés au-dessus des considérations superficielles qui régissent trop souvent les arrangements matrimoniaux. » Et l'approbation de la reine sembla onduler à travers la noblesse assemblée comme une pierre jetée dans une eau calme. Et Charlotte vit les expressions passer du choc à l'approbation. Ceux qui, quelques instants auparavant, chuchotaient sur la nature sans précédent de la demande en mariage, hochant maintenant la tête sagement, comme s'ils n'en attendaient pas moins. Et sa mère apparut à ses côtés, des larmes coulant sur son visage, étreignant Charlotte avec une ferveur qui parlait d'années d'inquiétude enfin libérées. Et son père se tenait à proximité, avec une expression de profond soulagement, mêlée à quelque chose qui ressemblait presque à une justification. Et même la tante de Sébastien, la redoutable duchesse douairière, qui s'était si véhémentement opposée à leur liaison, s'approcha avec une dignité rigide et dit à contre-cœur « Il semble que je me sois trompée sur certaines questions, et je suis certaine que vous accepterez tous deux mes félicitations. » Et bien que son ton suggérât que les mots lui coûtaient un effort considérable, Charlotte reconnut le geste pour ce qu'il était, et répondit avec une acceptation gracieuse, parce qu'elle comprenait que certaines victoires ne résidaient pas dans le triomphe, mais dans le fait de permettre aux autres de se retirer avec leur dignité intacte. Le reste de la soirée se passa dans un tourbillon de félicitations et de vœux, de regards curieux et de spéculations chuchotées. Et Charlotte se surprit à toucher à plusieurs reprises la bague à son doigt, comme pour confirmer sa réalité, traçant le motif de la constellation que Sébastien avait choisi avec tant de prévenance, et elle croisa son regard à plusieurs reprises à travers la foule, et vit dans son expression un mélange de soulagement, de joie et de tendresse possessive qui fit battre son cœur, et quand ils purent enfin voler un moment seuls dans un couloir tranquille, loin de la célébration, Sébastien la serra contre lui et dit d'une voix rauque d'émotion « Je pensais vous avoir perdu pour toujours. Je pensais que ma fierté et votre noblesse avaient détruit toute chance que nous aurions pu avoir. » Et Charlotte leva la main pour toucher son visage et répondit « Je pensais vous sauver d'un mauvais choix, mais je comprends maintenant que je nous refusais à tous deux le droit de choisir notre propre bonheur. » Et il l'embrassa alors avec un désespoir qui parlait des 2 mois qu'ils avaient passés séparés. Et quand ils se séparèrent enfin, il posa son front contre le sien et dit « Nous commençons les préparatifs du mariage demain, car je ne risquerai pas de vous perdre à nouveau par un délai. » Et Charlotte rit à travers ses larmes et accepta, et dans les jours qui suivirent, l'annonce parut dans tous les journaux et devint le sujet de nombreuses conversations de salon, et la mère de Charlotte se jeta dans la planification avec un enthousiasme qui frisait la frénésie, et Sébastien se montra remarquablement patient avec les discussions sans fin sur les fleurs, les listes d'invités et les lieux appropriés. Bien qu'il insistât fermement pour que la cérémonie ait lieu dans les 3 mois, car il disait avoir déjà attendu assez longtemps son bonheur,
et Charlotte se laissa emporter par les préparatifs tout en s'émerveillant de la transformation complète de sa vie, de la façon dont elle était passée de la célibataire, résignée à la fiancée célébrée en l'espace d'une seule soirée. Et pourtant, ce qui la touchait le plus profondément n'était pas le changement dans l'estime de la société, mais plutôt les moments tranquilles qu'elle partageait avec Sébastien, les conversations sur leur avenir ensemble, l'intimité croissante de la compréhension qui se développait alors qu'ils planifiaient non seulement un mariage, mais une vie bâtie sur le respect mutuel et une affection sincère. Le matin du mariage de Charlotte se leva clair et lumineux. La lumière du soleil printanier inondant les fenêtres de sa chambre, où elle était assise devant le miroir, regardant sa femme de chambre arranger ses cheveux avec des mains expertes, et elle sentit un calme curieux s'installer en elle, si différent de l'anticipation nerveuse qu'elle avait imaginé ressentir un tel jour, car ce n'était pas l'espoir frénétique d'une jeune fille cherchant l'approbation de la société, mais plutôt la certitude tranquille d'une femme qui avait choisi et avait été choisie en retour, et lorsque sa mère entra dans la pièce, des larmes déjà perlant à ses yeux, et dit « Tu es magnifique, ma chérie ». Charlotte comprit que la transformation que sa mère percevait n'était pas dans l'élégante robe de soie ivoire ou la simple couronne de fleurs d'oranger dans ses cheveux, mais plutôt dans la façon dont Charlotte se tenait, dans la confiance tranquille qui émanait de son maintien, dans la connaissance qu'elle marchait vers un avenir bâti sur une estime sincère plutôt que sur un compromis désespéré. La cérémonie devait avoir lieu à Westminster, car Sébastien avait insisté pour que leur union mérite une telle reconnaissance, et alors que la voiture de Charlotte approchait de l'ancienne église, elle vit que des foules s'étaient rassemblées pour assister au mariage du duc de Ravencrest avec la femme qu'il avait si publiquement proclamée son égale, et elle sentit son pouls s'accélérer, non pas de peur, mais avec une conscience profonde de l'importance du moment, du chemin qu'elle avait parcouru depuis cet après-midi d'automne où elle avait entendu la conversation apitoyée de sa famille et s'était résignée au célibat permanent, et lorsqu'elle descendit de la voiture et prit le bras de son père, il lui serra la main et dit avec une émotion bourrue « Je suis fier de toi, Charlotte, fier de la femme que tu es devenue, et fier que tu aies attendu un homme digne de ta nature exceptionnelle. » Et ces mots lui mirent les larmes aux yeux, car elle comprit qu'il la voyait enfin clairement, voyait au-delà des définitions étroites de la société pour reconnaître sa véritable valeur. L'intérieur de Westminster était magnifique, la lumière du soleil filtrant à travers les vitraux et projetant des motifs de lumière colorée sur les invités assemblés. Et Charlotte descendit l'allée à pas mesurés et vit Sébastien qui attendait à l'autel avec une expression d'émotion si profonde qu'elle lui coupa le souffle, et elle remarqua comment il se redressait à son approche, comment ses yeux ne quittaient jamais son visage, comment ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle plaça les siennes dans les siennes, et l'archevêque commença la cérémonie avec des mots traditionnels sur la nature sacrée du mariage. Mais Charlotte était principalement consciente de la présence de Sébastien à ses côtés, de la chaleur de ses mains serrant les siennes, de la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne dans toute la cathédrale. Et lorsque le moment de leur vœu arriva, Sébastien parla d'une voix claire et forte, promettant de l'honorer et de la chérir, de valoriser son esprit autant que son cœur, de construire avec elle une vie basée sur le respect mutuel et un partenariat authentique. Et Charlotte sentit des larmes couler sur son visage alors qu'elle faisait ses propres promesses, parlant d'un amour qui voit vraiment, d'une compagnie qui honore l'esprit individuel, d'un avenir qu'ils créeraient ensemble, sans les limites de l'imagination de la société. Et lorsque l'archevêque les déclara mariés, et que Sébastien l'embrassa avec tendresse et une passion à peine contenue, Charlotte comprit que ce moment représentait non pas la fin de son histoire de femme négligée et rejetée, mais plutôt le véritable début d'une vie dans laquelle elle serait enfin pleinement vue et célébrée pour exactement qui elle était, et alors qu'ils remontaient l'allée ensemble en tant que mari et femme, sous les applaudissements de la congrégation
et le son des cloches de l'église résonnant à travers Londres, Charlotte sentit un profond sentiment de justesse s'installer en elle, la certitude qu'elle n'avait ni fait de compromis ni cédé, mais qu'elle avait plutôt attendu avec patience jusqu'à ce que l'amour la trouve sous sa forme la plus vraie. 3 années avaient passé depuis que Charlotte avait prononcé ses vœux à Westminster, et le soir d'automne la trouva debout dans l'observatoire que Sébastien avait construit pour elle sur le domaine de Ravencrest, ses mains ajustant le télescope en laiton pointé vers le ciel qui s'assombrissait, tandis que derrière elle, elle entendait le bruit de pas s'approchant et sut sans se retourner que c'était son mari, car elle avait appris à reconnaître la cadence particulière de sa marche, la manière dont il se déplaçait avec une détermination tranquille dans les espaces qu'il partageait désormais, et lorsqu'il arriva à ses côtés, il posa une main douce sur le creux de son dos et dit « Les étoiles sont particulièrement brillantes ce soir. » Et elle sourit et répondit « Vénus est visible juste là, près de l'horizon. » Et il regarda à travers l'oculaire qu'elle avait positionné et fit un bruit d'appréciation. Et Charlotte sentit la chaleur familière du contentement s'installer en elle alors qu'elle se tenait à ses côtés dans l'obscurité grandissante, car c'était la vie qu'ils avaient construite ensemble, ces moments tranquilles de découverte, partagés, entrecoupés des rythmes plus amples de la gestion d'un domaine et de l'éducation de la fille qui, même maintenant, pouvait être entendue rire quelque part dans les jardins en contrebas où sa gouvernante supervisait ses jeux du soir, et Charlotte pensa à la façon dont la société l'avait autrefois proclamée sans espoir à 28 ans, comment ils avaient chuchoté sur son état de célibataire avec des regards apitoyés et des sourires entendus. Et pourtant, la voilà à 31 ans, avec un mari qui valorisait son esprit autant que son cœur, avec une fille qui grandirait en voyant les activités intellectuelles de sa mère célébrées plutôt que rejetées, avec la publication de ses observations astronomiques dans le journal de la Royal Society, lui apportant une reconnaissance qui aurait semblé impossible en ces jours sombres avant que Sébastien n'entre dans sa vie. Et elle remarqua comment Sébastien s'était adouci au cours de ces 3 années. Comment les lignes sévères que la guerre avait gravées sur ses traits s'étaient estompées en quelque chose de plus doux. Comment il riait plus facilement maintenant et souriait sans l'hésitation qui avait autrefois marqué ses expressions. Et quand il la serra contre lui et dit « Rentre bientôt, car la nuit se refroidit, et je voudrais que tu sois au chaud à mes côtés. » Elle entendit dans sa voix l'affection profonde qui avait remplacé sa réserve formelle initiale, et elle promit de le rejoindre peu après avoir terminé ses observations. Et alors qu'il retournait vers la maison, elle se tourna une fois de plus vers son télescope et pensa à la façon dont l'amour l'avait trouvée, non pas quand elle était jeune et désespérée de l'approbation de la société, mais plutôt quand elle avait appris à s'estimer, quand elle avait développé la force de reconnaître une estime sincère et le courage de l'accepter malgré ses peurs, et à travers la fenêtre de l'observatoire, elle pouvait voir les lumières du manoir de Ravencrest briller chaleureusement contre l'obscurité, pouvait entendre le son lointain du rire de sa fille se mêlant à la voix plus profonde de Sébastien alors qu'il prenait l'enfant dans ses bras et la portait à l'intérieur. Et Charlotte comprit avec une certitude profonde que la patience l'avait conduite non pas à la résignation, mais à la joie, que l'attente lui avait permis de trouver non pas n'importe quel mariage, mais le bon, bâti sur des fondations de respect mutuel et de connexion authentique qui les soutiendrait à travers toutes les années à venir. Plus tard ce même soir, Charlotte se tenait à la fenêtre de leur chambre, observant les étoiles apparaître une par une contre l'obscurité grandissante, tandis que Sébastien était assis près de la cheminée, lisant sa correspondance, et elle pensa à quel point cette scène domestique tranquille aurait semblé impossible à son jeune moi qui s'était assise dans le salon familial en écoutant des conversations apitoyées sur son état de célibataire, et elle comprenait maintenant que le moment de l'arrivée de l'amour importait bien plus que la société ne l'avait jamais reconnu, car si Sébastien n'était apparu dans sa vie quand elle avait 18 ans et était désespérée d'approbation,
elle l'aurait peut-être accepté par soulagement plutôt que par reconnaissance sincère, aurait pu se modeler pour correspondre à ses attentes plutôt que de rester ferme dans sa propre valeur, et c'est précisément parce qu'elle avait attendu, parce qu'elle avait enduré les chuchotements et les regards apitoyés et la lente érosion de l'espoir de la société pour elle, qu'elle avait développé la force de reconnaître une estime authentique lorsqu'elle s'était enfin présentée, et le courage de l'accepter malgré ses peurs. Et elle se détourna de la fenêtre pour regarder son mari, dont le visage était illuminé par la lumière du feu, et dont l'expression s'était adoucie en une douceur contemplative qui avait remplacé sa sévérité antérieure. Et quand il sentit son regard et leva les yeux avec un sourire interrogateur, elle traversa la pièce, s'agenouilla à côté de sa chaise, prit sa main dans la sienne et ne dit rien, car aucun mot n'était nécessaire pour transmettre la profonde gratitude qu'elle ressentait pour la vie qu'ils avaient construite ensemble. Et Sébastien porta sa main à ses lèvres et baisa ses doigts avec une tendre révérence, et Charlotte pensa à toutes les jeunes femmes qui, en ce moment même, étaient assises dans des salons à travers Londres, se croyant des échecs parce qu'elles ne s'étaient pas mariées avant la date limite arbitraire de la société, et elle souhaita pouvoir leur dire que la patience n'était pas la résignation, qu'attendre une connexion sincère, plutôt que d'accepter un compromis pratique, n'était pas une faiblesse, mais la plus vraie forme de courage, et elle souhaita pouvoir leur montrer que la valeur n'était pas déterminée par la rapidité avec laquelle on obtenait une demande en mariage, mais plutôt par la profondeur de caractère que l'on développait en apprenant à s'estimer indépendamment de l'approbation de la société. Cher auditeur, chère auditrice, peut-être avez-vous aussi senti le poids du temps qui passe, entendu les chuchotements qui suggèrent que votre moment est passé, lutter contre la peur que l'attente signifie la perte. Et si c'est le cas, alors laissez l'histoire de Charlotte vous rappeler que l'amour qui arrive en sa juste saison apporte avec lui une profondeur et une authenticité que les liaisons précipitées ne peuvent jamais atteindre, car ce n'est que lorsque nous avons appris à nous estimer que nous pouvons reconnaître ceux qui nous voient vraiment. Seulement, lorsque nous avons développé la force de nous tenir seuls, que nous pouvons choisir le partenariat depuis un lieu de plénitude plutôt que de besoins désespérés, et bien que la société puisse imposer des échéances arbitraires et prononcer des verdicts sur ceux qui ne se conforment pas aux schémas attendus. La vérité demeure que le parcours de chaque personne se déroule selon son propre rythme nécessaire, et ce qui semble être un retard peut en fait être une préparation. Ce qui semble être un échec peut en fait être la culture d'une sagesse qui vous permettra de reconnaître et d'accepter l'amour véritable quand il apparaîtra enfin. Et donc, si vous vous trouvez à attendre, alors que d'autres autour de vous semblent avancer avec aisance, si vous luttez contre la peur que votre temps soit passé et que le bonheur vous ait échappé de façon permanente, alors souvenez-vous que Charlotte aussi se croyait sans espoir à 28 ans, croyait au chuchotement et acceptait le rejet de sa valeur par la société. Et pourtant, la patience l'a conduite non pas à la résignation, mais à la joie. Non pas au compromis, mais à un amour bâti sur des fondations de respect mutuel et de reconnaissance authentique qui l'a soutenu à travers toutes les années qui ont suivi. Et puissiez-vous aussi trouver le courage d'attendre une connexion qui honore votre vraie valeur, puissiez-vous développer la sagesse de distinguer entre le compromis pratique et le partenariat sincère, puissiez-vous avoir confiance que votre histoire se déroule selon son propre timing nécessaire, et puissiez-vous trouver la paix en sachant que l'amour qui arrive lorsque vous êtes prête à le recevoir apporte avec lui une profondeur et une beauté qui font que toute l'attente en vaut la peine, et jusqu'à ce que ce moment arrive, puissiez-vous reposer en paix en sachant que votre valeur n'est pas déterminée par les mesures étroites de la société, mais plutôt par la plénitude d'esprit que vous portez en vous, et puissiez-vous trouver du réconfort dans la certitude tranquille que la patience, bien que difficile, mène finalement non pas à la perte, mais à la plus vraie forme de bonheur.
Cette histoire vous a été présentée par Enchanting Escapes, où des contes intemporels d'amour et de transformation vous attendent. Et si le voyage de Charlotte a touché votre cœur, veuillez partager cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur n'est pas diminuée par l'attente, que l'amour véritable arrive en son temps parfait, et que la patience nous amène finalement non pas à la résignation, mais à une joie sans mesure.